Le millionnaire rêvait de rire, mais ne trouve que des murmures de peur. La fille tombe à un mur, comme si elle demandait à ne pas être punie. Le tremblement dans ses yeux déchire le cœur du père, et le motif derrière cela détruit n'importe quel homme. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Une fine pluie de mai tombait sur Paris lorsque la voiture noire franchit les grilles de la demeure à Neuilly-sur-Seine. Richard Dubois observait par la fenêtre la façade imposante de la maison qu'il n'avait pas vue depuis près de 2 mois. 60 jours de réunions interminables à Dubaï, de conférences à Singapour, de négociations, qui s'étendaient jusqu'au cœur de la nuit. Tout cela pour consolider l'expansion de l'entreprise que son père avait bâtie et qu'il dirigeait maintenant d'une main de fer. Mais à cet instant, alors que le chauffeur se garait devant l'escalier de marbre, Richard ne sentait qu'un pincement au cœur et une nostalgie douloureuse. La nostalgie de Sophie, sa fille de 8 ans, de ses yeux marrons pleins de vie, de son rire cristallin qui résonnait dans les couloirs. Il avait décidé de ne pas prévenir de son retour. Il voulait voir la surprise sur le visage de la petite, la serrer dans ses bras à l'improviste et sentir ses petits bras lui en serrer le cou. Il imaginait la scène en montant les marches, Sophie courant à travers le salon, criant « Papa, papa !» tandis qu'il la soulèverait dans les airs et tournerait avec elle comme il le faisait avant que tout ne change, avant Véronique. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne sonne. Clarisse, la gouvernante qui travaillait dans la maison depuis que Richard était enfant, écarquilla les yeux. « Monsieur Richard, vous n'aviez pas prévenu que vous rentriez aujourd'hui. Je voulais faire une surprise, Clarisse. Où est Sophie ?» La femme hésita. Ce ne fut qu'une seconde, mais Richard le perçut. Elle détourna le regard, ajusta son tablier et murmura quelque chose sur le fait que la petite était dans le jardin. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose que Richard ne parvenait pas à déchiffrer, mais qui le dérangea profondément. Il entra dans la maison et sentit immédiatement le silence. Ce n'était pas le silence normal d'un après-midi ordinaire. C'était un silence lourd, dense, comme si la demeure elle-même retenait son souffle. Les lustres en cristal pendaient du très haut plafond du hall d'entrée, les doubles escaliers montaient majestueusement vers le 2e étage, les œuvres d'art sur les murs valaient des fortunes. Tout était en place, tout était impeccable. Mais quelque chose n'allait pas. Richard traversa le salon en direction des portes vitrées qui donnaient sur le jardin. C'était là que Sophie avait l'habitude de jouer. Là, parmi les rosiers que sa mère aimait tant, entre les parterres de lys et les arbres centenaires. Son cœur s'accéléra à l'idée des retrouvailles. Mais ce qu'il vit en franchissant la porte le figea sur place. Sophie était là, oui, mais elle ne jouait pas, elle ne courait pas, elle ne riait pas. La petite fille se tenait debout devant le mur de pierre qui entourait une partie du jardin, complètement immobile. Ses petites mains étaient posées sur le béton rugueux et sa tête était inclinée vers le bas. Elle chuchotait quelque chose, des mots bas, tremblants, que Richard ne pouvait pas entendre de là où il était. Mais il y avait quelque chose dans la posture de sa fille, quelque chose dans la façon dont ses épaules étaient courbées, qui lui fit parcourir un frisson le long de l'échine. Sophie. La fillette se retourna en sursaut. Pendant un instant, Richard vit de la peur dans ses yeux. De la peur. Sa fille avait peur de lui. Papa. Sa voix sortit faible, presque inaudible. Elle ne courut pas vers lui. Elle ne cria pas de joie. Elle resta simplement là, immobile, les mains maintenant cachées derrière son dos, regardant le sol. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ? J'étais juste en train de parler. »« Tu parlais à qui, ma chérie ?» La fillette se mordit la lèvre inférieure. Richard s'approcha lentement comme s'il craignait de l'effrayer. Quand il fut assez près, il s'agenouilla pour être à sa hauteur. C'est alors qu'il vit. Son petit visage était pâle, il y avait des cernes qui ne devraient pas exister chez une enfant de 8 ans. Ses mains tremblaient légèrement. « Sophie, regarde papa. » Elle leva lentement les yeux. Et à ce moment, Richard sentit son cœur se briser. Ce n'étaient plus les yeux pleins de vie dont il se souvenait. C'étaient des yeux effrayés, fatigués, trop vieux pour une enfant. « Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je vais bien, papa. Je parlais juste avec le mur. C'est juste un jeu. » « Un jeu ? Oui. Madame Véronique a dit que quand je fais des bêtises,
Je dois parler au mur jusqu'à ce que j'apprenne à bien me comporter. » Richard sentit son sang se glacer dans ses veines. Lentement, il se releva et regarda autour de lui. Le jardin était parfaitement entretenu, les fleurs s'épanouissaient en couleurs vives, la pelouse était tondue avec une précision millimétrique. Tout semblait parfait. Tout, sauf sa fille debout devant un mur, chuchotant des mots de repentir. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» Sophie regarda le ciel, comme si elle essayait de calculer. « Depuis après le déjeuner. Madame a dit que je devais rester jusqu'à ce que j'apprenne. » Richard sentit la colère commencer à bouillir en lui, mais il se contrôla. Il ne voulait pas effrayer davantage la fillette. Il lui tendit la main. « Viens, rentrons. Tu dois avoir froid. » Sophie hésita. Elle regarda la maison, puis le mur, puis son père. Finalement, elle prit sa main. Sa main était glacée. « Papa ne va pas repartir, n'est-ce pas ?» La question frappa Richard comme un coup de poing dans l'estomac. « Non, ma chérie. Papa est à la maison maintenant. » Mais il mentait, et tous les deux le savaient. Quand ils entrèrent dans la maison, Véronique descendait les escaliers. Grande, élégante, avec ses cheveux blonds attachés en un chignon impeccable et une robe de tailleur qui coûtait plus cher qu'une voiture de gamme moyenne. Elle sourit en voyant Richard, ce sourire qu'il avait un jour trouvé charmant, mais qui lui semblait maintenant trop artificiel. « Richard, mon chéri, quelle merveilleuse surprise! Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu rentrais aujourd'hui? Je voulais faire une surprise. » Véronique descendit les dernières marches et s'approcha pour l'embrasser sur la joue. Richard sentit le parfum cher, la peau froide. Elle regarda Sophie avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. « Sophie, ma chérie, va te laver pour le dîner. Tes mains sont sales. » La fillette regarda ses propres mains, puis son père, et partit en courant vers les escaliers. Richard observa sa fille monter précipitamment, trébuchant presque sur les marches. Véronique, pourquoi Sophie était-elle dans le jardin à parler à un mur? Son expression ne changea pas. Elle resta sereine, contrôlée. Ah, ça fait partie de son éducation, Richard. La petite a besoin d'apprendre la discipline. Tu sais comme elle est agitée, désobéissante. Quand elle fait quelque chose de mal, je lui apprends à réfléchir à ses actions. Réfléchir en parlant à un mur, c'est une méthode. J'ai lu ça dans plusieurs livres sur l'éducation des enfants. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de limites, Richard. Tu es toujours en voyage. Tu ne vois pas ce que je gère ici au quotidien. Sophie est une enfant difficile. Difficile? Elle a 8 ans. Exactement. 8 ans et déjà pleine de manies. Mais ne t'inquiète pas, mon chéri, je m'occupe de tout. Quand tu reviendras de ton prochain voyage, tu trouveras une fille complètement différente. » Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par l'arrivée d'Amélie et d'Antoine, ses parents. Le couple entra par le salon latéral, où ils avaient l'habitude de passer leurs après-midi. Amélie, avec ses 70 ans bien vécus, ses cheveux gris parfaitement coiffés, s'approcha de son fils avec un sourire. « Richard, mon fils, quelle joie de te revoir. Tu nous manquais. » Antoine, plus sérieux, serra fermement la main de son fils. « Comment se sont passées les affaires à Dubaï? »« Bien, père. Nous avons conclu le contrat. »« Excellent, excellent. Je savais que tu y arriverais. » Richard regarda ses parents. Ils vivaient dans une aile séparée de la demeure, une annexe luxueuse que Richard avait fait construire spécialement pour eux des années auparavant. Mais ils passaient une bonne partie de la journée dans la maison principale, surtout depuis l'arrivée de Véronique. « Maman, papa, vous saviez que Sophie reste dans le jardin à parler au mur en guise de punition ?» Amélie et Antoine échangèrent un regard rapide. Ce fut la mère qui répondit. « Véronique nous a parlé de ses méthodes, oui. C'est un peu différent de ce que nous utilisions avec toi. Mais les temps ont changé, Richard. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'une main de fer. Elle a 8 ans. Et c'est justement pour ça qu'elle doit apprendre dès son plus jeune âge. Véronique fait un excellent travail. La petite devenait rebelle, insolente. Maintenant, elle est beaucoup plus sage. » Richard sentit quelque chose se briser en lui. Ses propres parents, les personnes qui auraient dû protéger leur petite fille, étaient du côté de Véronique. Il regarda sa femme, qui restait sereine, presque victorieuse. « J'ai besoin de prendre une douche. Nous parlerons plus tard. » Il monta rapidement les escaliers, sentant le poids de chaque marche. Arrivé dans le couloir du 2e étage,
il s'arrêta devant la porte de la chambre de Sophie. Il frappa doucement. « Entrez. » La fillette était assise sur le lit, déjà en pyjama, bien qu'il ne soit que 6 heures du soir. La chambre était grande, décorée dans des tons de rose et de blanc, remplie de jouets chers qui semblaient intacts. Sophie tenait un ours en peluche usé, le seul jouet qui semblait vraiment être utilisé. Richard s'assit à côté d'elle sur le lit. « Sophie, papa a besoin que tu sois honnête avec moi. Comment ça se passe ici à la maison ?» La fillette regarda la porte fermée puis son père. « Ça se passe bien. »« Papa. »« Sophie. »« Ça se passe bien, je te le promets. J'ai juste besoin d'apprendre à mieux me comporter. Madame Véronique a raison. Je fais beaucoup de bêtises. »« Quel genre de bêtises ? Je parle trop fort le matin. Et parfois je fais tomber de la nourriture par terre. Et je pose trop de questions. Et je ris quand je ne devrais pas. Et... » Sa voix commença à trembler. Richard la prit dans ses bras. « Tu ne fais rien de mal, ma chérie. Les enfants sont comme ça. » Mais Sophie s'écarta de lui. « Papa, tu vas repartir demain ? » ?»« Non, Non, ne pars pas. Je vais rester quelques jours. Et après, tu vas voyager de nouveau ?» Richard ne savait pas quoi répondre. Sa vie était faite de voyages, d'affaires, de réunions importantes. Il avait bâti un empire, mais à quel prix ? Papa va essayer de moins voyager à partir de maintenant. Mais il ne croyait pas à ses propres mots. Et d'après l'expression sur le visage de Sophie, elle non plus. Ce soir-là, le dîner fut servi dans la salle à manger principale, une pièce immense avec une table pouvant accueillir 20 personnes. Mais ils n'étaient que 5. Richard, Véronique, Sophie, Amélie et Antoine. La fillette était assise à l'autre bout de la table, trop loin pour une conversation normale. Richard remarqua comment elle mangeait en silence absolu, le dos droit, n'osant pas prendre son verre d'eau sans jeter un regard discret à Véronique. Les conversations tournaient autour des affaires, des nouveaux investissements, de la situation politique du pays. Personne ne demandait rien à Sophie. Personne ne semblait remarquer sa présence. La fillette était pratiquement invisible dans sa propre maison. Après le dîner, Richard remonta dans la chambre de sa fille. Il la trouva déjà couchée, la lumière, éteinte mais les yeux ouverts. « Tu n'arrives pas à dormir ? Parfois, ça prend du temps. Tu veux que papa reste ici jusqu'à ce que tu t'endormes ?» Sophie parut surprise par l'offre. Elle réfléchit un instant, puis hocha la tête. Richard s'assit sur la chaise à côté du lit. Dans la pénombre de la chambre, éclairée seulement par la lumière du couloir, il observa le petit visage de sa fille. Si petite, si fragile, si effrayée. « Sophie, tu parles au mur tous les jours ?» La fillette mit du temps à répondre. « Seulement quand je fais des bêtises. »« Et tu fais des bêtises tous les jours ?» Silence. « Sophie ?» Madame Véronique dit que oui. Richard sentit son cœur se serrer à nouveau. Il resta là, en silence, jusqu'à ce que la respiration de Sophie devienne plus profonde et qu'il sache qu'elle s'était endormie. Mais avant de sortir, il entendit la fillette murmurer quelque chose dans son sommeil. Un nom, ou peut-être un mot. Il ne comprit pas bien. Les jours suivants, Richard tenta de reprendre sa routine. Il se levait tôt, prenait son petit déjeuner avec ses parents et Véronique, travaillait dans son bureau à la maison. Mais il n'arrivait pas à se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à Sophie. Il se mit à observer. Et plus il observait, plus tout lui semblait étrange. La fillette se réveillait à 6 heures du matin et descendait pour le petit déjeuner en silence absolu. Elle ne pouvait pas parler avant 7 heures, une règle établie par Véronique pour ne pas perturber la matinée tranquille de la famille. Sophie mangeait avec une posture rigide, mâchant lentement, s'essuyant la bouche avec sa serviette toutes les 2 ou 3 bouchées. Après le petit déjeuner, elle avait des cours particuliers avec des professeurs qui venaient à la maison. Pendant le déjeuner, même silence, même rigidité. L'après-midi, une brève période dans le jardin, toujours sous surveillance. Le soir, dîner formel et au lit de bonne heure. Il n'y avait pas de place pour les jeux, pas de rire, pas de spontanéité. Richard essaya d'en parler à Véronique, mais elle avait toujours une explication parfaitement raisonnable. Sophie avait besoin de discipline. Sophie devait apprendre à se comporter en société. Sophie devait être préparée à l'avenir qui l'attendait en tant qu'héritière de la famille Dubois. Et chaque fois que Richard insistait, Véronique faisait intervenir Amélie et Antoine dans la conversation. Et ses parents, invariablement, étaient d'accord avec elle. C'était comme s'il y avait une alliance, un pacte silencieux entre les trois.
et Richard était à l'extérieur. Un matin, Richard se réveilla plus tôt que d'habitude. Il était 5h30 quand il descendit à la cuisine pour un café. C'est alors qu'il entendit des voix venant de l'office. Il s'approcha silencieusement et reconnut les voix de Clarisse et de Georges, le chauffeur de la famille. « Je ne supporte plus de voir ça, Georges. La petite est en train de dépérir, je le remarque aussi, Clarisse. Mais que pouvons-nous faire? Si nous disons quelque chose, Madame Véronique nous renvoie. Elle a déjà renvoyé presque tout le monde qui travaille ici depuis des années. Tu te souviens de Madame Marthe? 30 ans de service, et elle a été congédiée du jour au lendemain. Et Monsieur Oswald? Il a essayé d'aider la petite Sophie et il a fini accusé de vol. Il a tout perdu. » Richard sentit son sang bouillir. Oswald avait été le majordome de la maison pendant des décennies. Un homme intègre, honnête, qui faisait pratiquement partie de la famille. Et il avait été renvoyé, il y a 2 ans, accusé de détournement de fonds. À l'époque, Richard était à Hong Kong pour conclure une affaire importante. À son retour, Oswald était déjà parti et Véronique lui avait assuré qu'elle avait toutes les preuves nécessaires. Richard l'avait cru. Maintenant, il commençait à douter de tout. Cet après-midi-là, Richard décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Suivre sa fille. L'observer, quand elle pensait être seule. Sophie sortit dans le jardin après le déjeuner, comme toujours. Richard l'observait depuis la fenêtre de son bureau au 2e étage. La fillette marcha lentement jusqu'au mur de pierre, celui-là, même où il l'avait trouvé le jour de son retour. Elle regarda autour d'elle, vérifiant qu'elle était seule, puis posa ses mains sur le mur, et elle se mit à parler. Richard ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait de cette distance, mais il voyait ses lèvres bouger, voyait l'intensité sur son visage. Sophie n'était pas punie à ce moment-là, elle était là de son plein gré, en train de parler au mur. Mais pourquoi? Il descendit rapidement et sortit par la porte latérale qui donnait directement sur cette partie du jardin. Il s'approcha silencieusement, se cachant derrière un grand arbre, et alors il put entendre « S'il te plaît, écoute-moi, je sais que tu es là, je sais que tu entends. S'il te plaît, ne me laisse pas seul, je promets que je serai sage, je promets que je ferai tout bien. Mais ne m'oublie pas, s'il te plaît, Jus, ne m'oublie pas. » Richard sentit le monde tourner. Jus. Sa fille avait dit Jus. C'était le surnom de Julie, sa première femme, la mère de Sophie. Julie, décédée 5 ans plus tôt dans un accident. Julie, dont le nom était rarement mentionné dans la maison. Julie, que Véronique semblait déterminée à effacer de la mémoire de tous. Comment Sophie connaissait-elle ce surnom? Elle n'avait que 3 ans quand sa mère était morte. Comment pouvait-elle s'en souvenir? Qui lui en avait parlé? Richard sortit de derrière l'arbre. Sophie se retourna effrayée, les larmes coulant sur son visage. « Papa, je ne faisais rien de mal, je le jure, j'étais juste... » « Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Papa n'est pas en colère. » Il s'agenouilla à côté d'elle et essuya ses larmes avec ses doigts. « Sophie qui est Jus. » La fillette devint blême. Elle regarda la maison comme si elle craignait que quelqu'un les observe. « Je ne peux pas parler d'elle. Pourquoi? Madame Véronique a dit qu'il ne faut pas en parler. Elle a dit que c'est mal, que je dois oublier. » « Oublier quoi, Sophie? » La fillette se remit à pleurer. « Je ne sais pas, papa. Je ne me souviens pas bien. Mais parfois je rêve d'elle, et dans le rêve, elle m'appelle sa fille. Et elle dit qu'elle m'aime, et qu'elle va revenir. Mais Madame Véronique dit que ce sont des mensonges, que j'invente des choses, que je dois arrêter de fantasmer. » Richard serra sa fille fort dans ses bras. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison. Et il devait découvrir quoi? Il devait comprendre ce qui arrivait à Sophie, ce que Véronique faisait, pourquoi ses parents soutenaient tout cela. Mais par-dessus tout, il devait découvrir pourquoi sa fille, qui se souvenait à peine de sa propre mère, était là dans le jardin, chuchotant à un mur de pierre le surnom intime d'une femme qui aurait dû n'être qu'un lointain souvenir. Cette nuit-là, quand tout le monde fut retiré dans sa chambre, Richard retourna au jardin. Il s'approcha du mur et passa ses mains sur la surface rugueuse. Les pierres étaient anciennes, posées des décennies plus tôt lors de la construction de la maison. Mais il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Il prit son téléphone et alluma la lampe de poche. Il examina le mur centimètre par centimètre, et puis il vit. Entre 2 pierres plus grosses, près du sol, il y avait une petite ouverture, un trou dissimulé, partiellement couvert de mousse et de terre.
Richard s'agenouilla et y glissa la main. Ses doigts touchèrent à quelque chose, du papier. Il le tira avec précaution et trouva une feuille pliée plusieurs fois, froissée, avec des traces d'humidité. Il l'ouvrit avec soin. C'était un dessin d'enfant, une petite fille aux cheveux bruns à côté d'une femme. Au-dessus, écrit d'une calligraphie tremblante, « Moi et maman Jus ». Richard sentit les larmes lui brûler les yeux. Il remit la main dans le trou et trouva d'autres papiers. Des dizaines, tous avec des dessins, tous avec des messages courts. « Si tu m'entends, montre-toi. Ne m'oublie pas, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, viens me chercher. » Sa fille laissait des messages à une mère morte, des messages cachés dans un mur, des messages que personne ne lirait jamais, des messages de désespoir d'une enfant qui se noyait en silence. Richard mit les papiers dans sa poche, sentit leur poids contre sa poitrine. Et à ce moment-là, il prit une décision. Il allait découvrir ce qui se passait. Il allait protéger sa fille, peu importe de qui, peu importe le coup, car le mur avait révélé son premier secret. Et Richard savait, avec une certitude absolue, que ce n'était que le début. Les jours suivants furent une observation silencieuse. Richard annula tous les voyages prévus pour le mois, inventa des excuses pour reporter des réunions importantes, délégua des décisions qu'il prendrait normalement personnellement. Pour la première fois depuis des années, l'entreprise n'était pas sa priorité. Sophie l'était. Il commença à cartographier la routine de la maison avec l'attention d'un détective. Il se réveillait avant tout le monde et restait dans son bureau avec la porte entr'ouverte, observant les mouvements. Véronique descendait toujours à 6h15, impeccablement arrangée même à cette heure-là, et allait directement au salon où elle prenait son thé vert en lisant ses emails sur sa tablette. À 6h30, Sophie descendait. La fillette arrivait toujours la tête basse, les pas courts et hésitants, comme si elle craignait de faire un faux pas. Elle ne parlait jamais, ne faisait jamais de bruit. Elle s'asseyait à table et attendait qu'on lui serve son petit déjeuner. Elle mangeait en silence, une petite machine effrayée. Amélie et Antoine apparaissaient vers 7h. Ils échangeaient des banalités, parlaient des nouvelles du journal, commentaient les marchés financiers. Personne ne demandait à Sophie comment elle avait dormi. Personne ne semblait se soucier de son existence. Richard observa également les employés. Clarisse évitait son regard, travaillait la tête baissée, efficace, mais clairement mal à l'aise. Georges, le chauffeur, faisait de même. La cuisinière, Madame Elsa, qui n'était à la maison que depuis 1 an, semblait nerveuse chaque fois que Véronique était dans les parages. Et il y avait Marcel, le jardinier. Marcel était un homme d'environ 45 ans, mince, la peau brûlée par le soleil, les mains calleuses par le travail. Il était à la maison depuis 3 ans, embauché peu après le décès de Julie. Il était discret, presque invisible. Il arrivait tôt, s'occupait du jardin avec un dévouement impressionnant et repartait en fin d'après-midi sans parler à personne. Richard n'avait jamais vraiment prêté attention à lui. Mais maintenant, en observant tout, il remarqua quelque chose de curieux. Chaque fois que Sophie était dans le jardin, Marcel trouvait une raison d'être à proximité. Il taillait un rosier voisin, arrosait des parterres adjacents, arrangeait ses outils. Et parfois, très discrètement, il regardait la fillette avec une expression que Richard ne parvenait pas à déchiffrer. De l'inquiétude, de la tristesse, ou autre chose. Un jeudi après-midi, Richard décida d'agir. Il attendit que Véronique sorte pour un déjeuner de charité avec des amis, que ses parents aillent au club comme tous les jeudis, et que Sophie soit à son cours de piano au 2e étage. Alors il descendit au jardin. Marcel taillait les hortensias près du mur de pierre. « Marcel, bonjour !» L'homme se retourna, clairement surpris. Les patrons n'avaient pas l'habitude de parler aux jardiniers. « Bonjour, monsieur Dubois. »« Un problème avec le jardin ?»« Non, non. Tout est magnifique. Vous faites un excellent travail. »« Merci, monsieur. » Richard s'approcha, observant le mur. Marcel sembla se tendre. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Marcel ?»« 3 ans, monsieur. Ça fera 3 ans le mois prochain. »« Vous aimez ce travail ?»« Oui, j'aime bien. C'est une bonne maison. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui ne sonnait pas vrai. Richard décida de prendre un risque. « Avez-vous connu ma première femme, Julie ?» Marcel devint blême.
Ses mains serrèrent le sécateur avec une telle force que les jointures de ses doigts blanchirent. « Non, monsieur. Je suis arrivé après qu'elle ait... après l'accident. Je vois. » Silence. Le vent balançait les feuilles des arbres. De loin, on entendait le son du piano, Sophie pratiquant ses gammes. « Marcel, vous voyez ma fille ici dans le jardin parfois, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur. Toujours de loin. Je ne m'approche pas. »« Bien sûr. Et vous l'avez déjà vu parler à ce mur ?» L'homme déglutit. « Oui, monsieur, je l'ai déjà vu. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Marcel hésita. Il regarda la maison, puis le sol, puis finalement Richard. « Je pense que tout enfant a besoin de quelqu'un à qui parler, monsieur, même si c'est un mur. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une douleur profonde, ancienne. Richard allait poser d'autres questions, mais il entendit des pas venant de la maison. Véronique était rentrée plus tôt. « Eh bien, continuez votre bon travail, Marcel, à vos ordres. Monsieur ?» Richard rentra, mais pas avant d'avoir vu le jardinier toucher légèrement le mur du bout des doigts, un geste presque révérencieux, avant de retourner à son travail. Cette nuit-là, Richard attendit que tout le monde dorme. Il descendit silencieusement au bureau et alluma l'ordinateur. Il commença à faire des recherches sur Marcel. Il essaya de découvrir d'où il venait, s'il avait des références, n'importe quelle information. Mais il trouva très peu de choses. L'homme semblait ne pas avoir de passé, ou avoir un passé très bien caché. Alors Richard eut une autre idée. Oswald, l'ancien majordome, accusé de vol et renvoyé. Où pouvait-il être maintenant? Cela prit des heures, mais Richard le trouva finalement. Oswald vivait dans un quartier simple de Montreuil, travaillait comme concierge dans un immeuble de bureau. Richard nota l'adresse. Le lendemain matin, il inventa une réunion urgente et sortit. Il conduisit lui-même, sans prévenir Georges. Il voulait de l'intimité. Il voulait des réponses. Il trouva Oswald, sortant pour aller au travail. L'homme était plus vieux, plus courbé, les cheveux complètement blancs maintenant. Quand il vit Richard, ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Richard, Oswald, j'ai besoin de vous parler. Je ne sais pas si c'est une... »« Bonne idée, monsieur. Je ne veux pas de problème. S'il vous plaît, c'est à propos de ma fille. » Quelque chose changea dans l'expression d'Oswald. Il regarda autour de lui, puis fit signe à Richard de le suivre dans un petit café au coin de la rue. Ils s'assirent à une table au fond. « Comment va la petite Sophie ?» demanda Oswald, et il y avait une inquiétude sincère dans sa voix. « Elle est... différente. C'est pour ça que je suis là. »« Oswald, que s'est-il vraiment passé il y a 2 ans? Pourquoi êtes-vous parti ?» Le vieil homme soupira. Profondément. Il prit sa tasse de café avec des mains tremblantes. « Monsieur Richard, je vais vous dire la vérité. Mais vous devez me promettre de protéger cette petite. Parce que si vous ne la protégez pas, ils vont la détruire. » « Qui va la détruire? » « Madame Véronique et messieurs vos parents. » Richard sentit son estomac se nouer. « Continuez. » Oswald but une gorgée de café, rassemblant son courage. Ça a commencé environ 6 mois après l'arrivée de Madame Véronique. Au début, elle était douce avec la petite. Mais quand elle a réalisé que vous lui faisiez confiance, que vous étiez toujours en voyage et que vous laissiez tout entre ses mains, les choses ont changé. Elle a commencé avec de petites règles. Sophie ne pouvait pas courir dans la maison, ne pouvait pas parler fort, devait manger tout ce qu'il y avait dans son assiette même sans avoir faim, devait dormir à des heures strictes. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé que c'était juste un style d'éducation différent. Mais ensuite, les punitions ont commencé. Quel genre de punitions? Oswald regarda autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un puisse les entendre. Le mur a été la première. Quand Sophie faisait quelque chose que Madame Véronique considérait comme mal, et ça pouvait être n'importe quoi, rire trop fort, renverser de l'eau, poser une question au mauvais moment, elle était envoyée dans le jardin pour parler au mur. Au début, c'était 15 minutes, puis c'est passé à 1 heure, puis tout un après-midi. La petite restait là, debout, à parler au mur, implorant le pardon, promettant d'être meilleure. Richard eut la nausée. « Et vous avez essayé de faire quelque chose ?»« J'ai essayé, monsieur. J'ai parlé à Madame Amélie, à Monsieur Antoine, mais ils ont dit que Madame Véronique savait ce qu'elle faisait, que Sophie avait besoin d'une discipline ferme. J'ai essayé de vous parler, mais vous étiez à Shanghai pour conclure cette grosse affaire. Quand j'ai essayé d'insister,
Quand j'ai dit que j'attendrais votre retour pour vous parler personnellement, Madame Véronique m'a accusé de vol. Elle a dit qu'il manquait de l'argent dans son coffre, des bijoux, qu'elle avait des preuves. Elle a falsifié des documents, monsieur Richard. Mais c'étaient des documents très bien faits, et vous lui faisiez confiance, alors je suis parti. Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché après? Oswald baissa les yeux. Parce que Madame Véronique a été claire. Si je faisais ça, elle détruirait complètement ma réputation. Elle m'accuserait de choses pires. Je suis un vieil homme, monsieur Richard. Je n'ai aucun moyen de me défendre contre une femme riche et puissante. Alors je me suis tu. Et je me suis détesté pour ça tous les jours depuis. Richard resta silencieux un long moment. Oswald, savez-vous quelque chose sur le surnom Jus? Le visage de l'homme s'illumina d'un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Jus, c'est comme ça que vous appeliez Madame Julie. Je m'en souviens parce que la petite Sophie, quand elle avait 2-3 ans, vous entendait appeler sa mère comme ça et essayait d'imiter. Elle disait Jus, Jus, avec sa petite voix fluette. Madame Julie adorait ça. Mais après l'accident, Madame Véronique a interdit toute mention de ce nom. Elle a dit que c'était trop douloureux pour vous, qu'il valait mieux oublier. Sophie se souvient de ce nom. Elle parle à sa mère. Au mur. Oswald ferma les yeux. Cette petite souffre, monsieur Richard. Elle souffre depuis longtemps. Et personne ne l'aide. Je vais l'aider, je le promets. Quand Richard rentra à la maison, c'était déjà la fin de la matinée. Il entra par la porte d'entrée et tomba sur une scène qui fit bouillir son sang. Sophie était dans le hall d'entrée, à genoux, nettoyant le sol en marbre avec un chiffon. Véronique se tenait à côté d'elle, supervisant. « Plus lentement, Sophie. Tu dois nettoyer correctement. Chaque recoin. » La fillette avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais elle continuait de frotter le sol. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Richard sortit plus fort qu'il ne l'avait prévu. Véronique se retourna imperturbable. Sophie a renversé du jus sur le sol pendant le petit déjeuner. Elle apprend qu'elle doit faire plus attention. Elle a 8 ans. Et nous avons des employés pour nettoyer. Et c'est justement pour ça qu'elle doit apprendre à ne pas faire de désordre. C'est une leçon de responsabilité. Richard se dirigea vers sa fille et l'aida à se relever. « Ça suffit, Sophie, va dans ta chambre. » La fillette regarda Véronique, qui avait une expression froide et calculatrice. Puis, elle regarda son père, hésitante. « Vas-y, ma chérie, tout va bien. » Sophie courut en haut des escaliers. Richard se tourna vers Véronique. « Nous devons parler. Maintenant. Dans mon bureau. »« Bien. Sûr, mon chéri. » Son calme était dérangeant. Ils montèrent au bureau et Richard ferma la porte avec force. « Qu'est-ce que tu fais à ma fille? Je l'éduque, Richard. Tu m'as donné carte blanche pour m'occuper de la maison et de la petite pendant que tu voyages à travers le monde pour bâtir ton empire. C'est ce que je fais. L'éduquer? Tu tortures une enfant. Torturer? Quelle exagération! J'enseigne la discipline, le respect, la responsabilité, des choses qu'elle n'a clairement pas apprises dans ses premières années. » Richard sentit la colère exploser. « Il est interdit de punir ma fille, à partir de maintenant. » « C'est fini. » Véronique rit, un rire court, sans humour. « Richard, mon chéri, tu penses vraiment que tu peux faire ça? Revenir soudainement et vouloir tout changer? Tes parents sont d'accord avec moi. Les professeurs sont d'accord avec moi. Tout le monde voit les progrès que Sophie fait. C'était une enfant rebelle, difficile. Maintenant, elle devient une petite fille éduquée, bien élevée. Elle devient une enfant effrayée et traumatisée. » Véronique s'approcha de lui et sa voix devint plus basse, plus dangereuse. « Tu veux vraiment discuter d'éducation, Richard? Toi, qui passes plus de temps dans des hôtels à Dubaï qu'avec ta propre fille. Toi qui externalises la paternité à des gouvernantes et des professeurs. Ne sois pas hypocrite. Sophie a besoin de quelqu'un de présent. Et je le suis. » Cela frappa Richard comme une gifle, parce que c'était vrai. Il avait choisi le travail. Il avait choisi l'empire. Il avait laissé Sophie aux mains de personnes qu'il pensait la protégeraient. Et il avait misérablement échoué. Ça va changer. Je vais passer plus de temps à la maison. Jusqu'à la prochaine réunion importante. Jusqu'à la prochaine affaire qui ne peut pas attendre. Nous savons tous les deux comment ça marche, Richard. Tu retourneras à ta vie habituelle. Et je continuerai à faire ce qui est le mieux pour Sophie. Elle sortit du bureau, laissant Richard seul avec sa colère et sa culpabilité. Cet après-midi-là, Richard monta dans la chambre de sa fille. Il frappa à la porte et entra. «
Sophie était assise sur le lit, serrant son vieil ours en peluche. « Papa est en colère contre moi ?»« Non, ma chérie. Papa est en colère contre d'autres personnes, pas contre toi. » Il s'assit à côté d'elle. « Sophie, je dois te poser quelques questions. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, d'accord ?» La fillette hocha la tête. « Tu te souviens de maman ?» Sophie réfléchit un long moment. Un peu. Je me souviens de son odeur et de sa voix. Elle me chantait des chansons. De quoi d'autre te souviens-tu? Elle était belle. Elle avait de longs cheveux bruns comme les miens, et elle souriait beaucoup, et elle m'appelait sa petite fleur. Richard sentit les larmes lui piquer les yeux. Julie appelait vraiment Sophie ainsi. Et tu te souviens de son surnom? Comment papa l'appelait? Sophie se tendit. Je ne peux pas en parler. Pourquoi? Madame Véronique a dit que c'est interdit. Elle a dit que ça fait du mal à papa de se souvenir. Ma fille, regarde-moi. Papa veut savoir. Tu peux le dire. La fillette hésita, puis chuchota si bas que Richard l'entendit à peine. Jus. Comment connais-tu ce nom? Je m'en souviens un peu. Et parfois je rêve d'elle. Dans le rêve, elle me dit des choses. Quel genre de choses? Qu'elle m'aime, qu'elle est avec moi. Qu'un jour elle pourra de nouveau me serrer dans ses bras. Richard serra sa fille, fort dans ses bras. Julie était morte. Mais son souvenir était vivant en Sophie, même après tous les efforts de Véronique pour l'effacer. Sophie, ces papiers que tu mets dans le mur, papa en a trouvé quelques-uns. La fillette se raidit. Tu vas me punir? Non, non. Je veux juste comprendre. Pourquoi écris-tu à maman? Parce que parfois, je sens qu'elle est proche. Je sais que ça semble idiot, que Madame Véronique dit que ce sont des fantasmes, mais je le sens. Et les papiers sont comme une façon de lui parler, de ne pas l'oublier. Tu n'oublieras jamais maman, Sophie. Et personne ne peut t'interdire de te souvenir d'elle. La fillette se mit à pleurer. Mais Madame Véronique a dit que c'est mal. Elle a dit que je suis malade, que j'ai des problèmes, que si je n'arrête pas, je devrais aller dans un endroit où des médecins m'aideront. Richard sentit son sang se glacer. Elle a dit ça? Sophie hocha la tête. Elle a dit qu'elle en a parlé avec mamie Amélie et papy Antoine, qu'ils sont d'accord, que si je ne m'améliore pas, je devrais partir, personne ne t'enverra nulle part. Je te le promets. Mais papa, tu vas de nouveau voyager, et quand tu voyageras, je serai seul avec elle, et elle m'enverra loin. La voix de la fillette était brisée, désespérée, et Richard réalisa la profondeur de la peur de sa fille. Ce n'était pas seulement la peur des punitions, c'était la peur d'être abandonnée, d'être envoyée loin, de perdre le seul foyer qu'elle connaissait. Écoute-moi, Sophie, papa enquête sur certaines choses, et il va tout arranger, je te le promets. Mais en attendant, si quoi que ce soit arrive, si Madame Véronique fait quoi que ce soit qui t'effraie, tu viens me le dire immédiatement, peu importe l'heure, peu importe où je suis. Dis-le-moi, d'accord? D'accord, papa. Mais Richard voyait le doute dans ses yeux, le manque de confiance, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Il lui avait fait défaut tant de fois. Cette nuit-là, Richard ne put dormir. Il resta éveillé dans le bureau, pensant, planifiant. Il avait besoin de preuves, de quelque chose de concret qui montrerait ce que Véronique faisait. Mais quoi? Comment? C'est alors qu'il se souvint. Oswald avait mentionné des enregistrements. Il avait dit que Véronique avait falsifié des documents. Si elle était si calculatrice, si prudente, elle gardait sûrement des archives de quelque chose. Mais où? Richard commença à penser à la routine de Véronique. Elle passait beaucoup de temps dans son bureau, une pièce où il entrait rarement. Elle disait que c'était son espace privé, où elle s'occupait de ses activités caritatives et sociales. Richard avait toujours respecté cela. Mais maintenant, il commençait à se demander ce qu'elle y faisait d'autre. Il décida qu'il devait entrer dans ce bureau. Il devait enquêter. Mais il devait être prudent. Véronique ne devait rien soupçonner. Le lendemain, elle sortit pour un événement chez une amie. Richard attendit une demi-heure pour s'assurer qu'elle ne reviendrait pas, puis monta à son bureau. La porte était verrouillée. Bien sûr qu'elle l'était. Mais Richard avait les passe-partout de la maison. Il les avait toujours eus. Il ouvrit la porte et entra. Le bureau de Véronique était impeccable. Table en verre, ordinateur de dernière génération, étagère pleine de livres sur l'éducation, la psychologie infantile, le comportement. Au mur,
des diplômes encadrés de cours sur le développement de l'enfant, des certificats d'institutions caritatives. Tout était très convaincant. Tout était très parfait. Richard commença à chercher. Il ouvrit des tiroirs, feuilleta des papiers, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait être utile. Et il trouva. Dans un tiroir verrouillé, qu'il réussit à ouvrir avec un outil pris dans son propre bureau, il y avait un dossier épais. À l'intérieur, des documents. Beaucoup de documents. Et plus Richard lisait, plus son horreur grandissait. Il y avait des rapports psychologiques sur Sophie, tous signés par un certain docteur Henri Camus, diagnostiquant la fillette avec un trouble du comportement antisocial, des tendances à la fantaisie pathologique, un risque de développer de graves problèmes si elle n'était pas traitée correctement. Il y avait des recommandations d'internement dans une institution spécialisée. Il y avait même des brochures d'un endroit appelé l'Institut Renaissance, une clinique privée pour le traitement des enfants et adolescents souffrant de troubles du comportement. Et il y avait plus, des documents légaux sur l'héritage de Julie. À sa mort, ses biens avaient été placés dans un fonds fiduciaire pour Sophie, à gérer jusqu'à ce que la fillette atteigne 21 ans. Mais il y avait là des papiers montrant des tentatives de transférer la gestion de ce fonds, de faire de Véronique la tutrice légale non seulement de Sophie, mais aussi de ses biens. Et pour cela, elle avait besoin d'une chose, que Sophie soit déclarée incapable, d'où les faux diagnostics, d'où la pression pour interner la fillette. Si Sophie était envoyée dans cette institution, diagnostiquée comme mentalement instable, Véronique pourrait prendre le contrôle total. Et d'après la façon dont les documents étaient rédigés, avec les signatures des grands-parents de Sophie approuvant tout, il était clair qu'Amélie et Antoine étaient complètement impliqués. Richard prit des photos de tous les documents avec son téléphone. Ses mains tremblaient de rage. Il referma tout soigneusement et sortit du bureau, verrouillant la porte derrière lui. Maintenant il savait. Il connaissait le plan. Il connaissait le danger que sa fille courait. Mais il y avait encore quelque chose qui n'avait pas de sens. Tout ce plan élaboré, toute cette méchanceté calculée. Mais pourquoi? Véronique était riche par elle-même, issue d'une famille aisée. Pourquoi tant d'efforts pour contrôler l'héritage d'une enfant? Et puis Richard se souvint de quelque chose. Des années auparavant, avant d'épouser Véronique, il avait entendu des rumeurs. Des rumeurs sur des problèmes financiers dans sa famille, des entreprises en faillite, des dettes. Mais Véronique avait toujours nié, montrant toujours une vie de luxe et de confort. Richard l'avait cru. Il décida d'enquêter. Il engagea un détective privé, ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Il demanda de tout vérifier sur Véronique, ses finances, son passé, ses relations. En attendant les résultats, Richard retourna au jardin. Il attendit de voir Marcel travailler et s'approcha de lui. « Marcel, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Qui êtes-vous vraiment ?» L'homme devint blême. Il laissa tomber la pelle qu'il tenait et regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Monsieur Richard, je... » « La vérité, Marcel. Maintenant. » Le jardinier prit une profonde inspiration. « Mon nom complet est Marcel Ferreira. Julie était ma sœur. » Richard sentit le monde s'arrêter. « Votre sœur ?»« Oui, monsieur. Ma sœur cadette. Quand elle vous a épousé, je travaillais dans une autre ville. Nous nous voyions peu, mais nous étions proches. Quand j'ai appris l'accident, je suis revenu à Paris. Mais il était trop tard. C'était déjà arrivé. Et Sophie était seule dans cette immense maison avec des étrangers. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi vous êtes-vous caché? Parce que vous étiez dans le déni. Vous ne vouliez pas parler de Julie, n'acceptiez pas les visites de sa famille. Vous vous êtes éloigné de nous tous, et puis cette femme, Véronique, est apparue. Et en quelques mois, elle vivait ici, s'occupant de Sophie. J'ai essayé de m'approcher, mais vous ne m'avez pas reçu. Alors j'ai trouvé ce travail. J'ai pensé qu'au moins je pourrais rester près de Sophie, la protéger d'une manière ou d'une autre. La protéger de quoi? Marcel regarda la maison avec une expression de haine pure. De cette femme. J'ai vu ce qu'elle a fait à ma nièce. J'ai vu la petite fille joyeuse et pleine de vie se transformer en cet enfant effrayé. J'ai vu les punitions, j'ai entendu les cris, et je ne pouvais rien faire sans révéler qui j'étais et être renvoyé. Alors je suis resté. J'ai observé. J'ai attendu. Attendu quoi? Que vous ouvriez enfin les yeux.
Richard ressentit un mélange de gratitude et de honte. Merci d'être resté près d'elle. Et je suis désolé. Pour tout. Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi. Vous devez sauver cette petite. Je la sauverai. Mais Marcel, j'ai besoin de savoir. Savez-vous quelque chose sur l'accident? Quelque chose qui n'a pas été dit à l'époque? Le jardinier hésita. Il regarda ses propres mains, sales de terre. J'ai toujours trouvé ça étrange, monsieur. Julie était une conductrice prudente, et ce jour-là, selon le rapport, elle a perdu le contrôle de la voiture sur une route qu'elle connaissait bien, par un après-midi de beau temps. Ça n'a jamais eu de sens pour moi, mais je n'avais aucune preuve. Alors j'ai laissé tomber. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Y avait-il plus dans la mort de Julie qu'un simple accident? Mais non, c'était de la folie de penser ainsi. C'était de la paranoïa. N'est-ce pas? Cette nuit-là, Richard reçut le rapport préliminaire du détective privé, et ce qu'il lut confirma ses pires soupçons. La famille de Véronique était en faillite, complètement ruinée, et elle-même avait d'énormes dettes qu'elle parvenait à cacher grâce à un réseau complexe de prêts et de faveurs. Épouser Richard avait été une bouée de sauvetage. Mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de contrôle. Elle avait besoin de l'héritage de Julie qui s'élevait à des millions. Et elle était prête à détruire une enfant pour l'obtenir. Richard rangea le rapport. Il savait ce qu'il devait faire maintenant. Il avait besoin de plus de preuves. Il devait monter un dossier si solide que même ses parents ne pourraient pas le nier. Et ensuite, il devait sortir Sophie de là, pour toujours. La semaine suivante fut la plus difficile de la vie de Richard. Il devait feindre la normalité, alors qu'à l'intérieur bouillait un mélange de rage, de peur et de détermination. Il devait sourire à Véronique au petit déjeuner, échanger des banalités avec ses parents, agir comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Il connaissait la vérité, il connaissait le plan, et il préparait sa contre-attaque. Le détective privé, un homme nommé Roger Torres, ancien policier avec 20 ans d'expérience, travailla rapidement. Chaque jour, il apportait de nouvelles informations qui assemblaient un puzzle de plus en plus sinistre. Les dettes de Véronique étaient encore plus importantes que ce que le rapport initial montrait. Elle devait de l'argent à des usuriers, à des casinos à l'étranger, à des gens dangereux. Et elle avait utilisé le nom et la réputation de Richard pour obtenir des prêts qu'elle ne pouvait pas rembourser. Mais c'est le jeudi soir que Roger appela d'urgence. « Monsieur Dubois, je dois vous voir en personne. Maintenant, c'est au sujet de votre première femme. » Richard quitta la maison en disant qu'il avait une urgence à l'entreprise. Il retrouva Roger dans un café discret, loin de Neuilly-sur-Seine. « Qu'avez-vous découvert ?» Roger ouvrit un dossier et posa des documents sur la table. Son visage était grave. « Monsieur Dubois, je ne sais pas comment dire cela, alors je vais être direct. Julie n'est pas morte dans cet accident. » Le monde s'arrêta. Richard entendit les mots, mais ils n'avaient aucun sens. Ils ne pouvaient pas avoir de sens. « Qu'est-ce que vous dites? Julie est vivante, internée, dans une clinique psychiatrique privée sur une île au large de la côte bretonne, un endroit appelé l'Institut Harmonie. C'est impossible. J'ai vu le corps, je suis allé à l'enterrement. » Roger secoua la tête. « Vous avez vu un corps, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de questions sans réponse sur cette identification. Le corps était très endommagé dans l'accident. L'identification a été faite principalement par des documents trouvés dans le véhicule et par une confirmation rapide faite par... » Il vérifia ses notes. « Votre mère, Amélie Dubois. » Richard eut la nausée. « Ma mère a identifié le corps? » « Oui. Vous étiez à New York au moment de l'accident, vous vous souvenez? Vous êtes arrivé 2 jours plus tard. À votre arrivée, le corps était déjà préparé pour les funérailles, cercueil fermé. Votre mère a dit que c'était trop traumatisant et qu'il valait mieux que vous vous souveniez de Julie telle qu'elle était. Comment avez-vous découvert qu'elle était vivante? » Roger prit une profonde inspiration. « Quand j'ai commencé à enquêter sur les finances de Véronique, j'ai trouvé des paiements réguliers à l'Institut Harmonie. Des paiements élevés, mensuels, depuis 5 ans. J'ai trouvé ça étrange et j'ai enquêté plus en profondeur. L'Institut Harmonie est une clinique de luxe pour le traitement psychiatrique de longue durée. Très exclusive, très chère, très discrète. J'ai réussi à contacter un employé de là-bas qui, pour une somme raisonnable, m'a donné des informations. Il y a une patiente internée là-bas depuis 5 ans sous le nom de Julie Ferreira Dubois,
même âge, même description physique, interné sur ordre judiciaire, sous la tutelle d'une fondation familiale. Quelle fondation? La Fondation Dubois pour la santé mentale, enregistrée au nom de votre famille. Vos parents en sont les administrateurs. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses parents, sa propre famille, ils avaient fait ça. Ils avaient caché Julie, fin sa mort, l'avaient gardée prisonnière pendant 5 ans, et il avait tout cru. Il avait laissé faire. Pourquoi? Pourquoi aurait-il fait ça? J'enquête encore sur les détails, mais d'après ce que j'ai pu découvrir à l'époque du prétendu accident, Julie prévoyait de divorcer de vous. Elle avait découvert quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais quelque chose de grave impliquant votre famille et les affaires. Elle avait contacté des avocats, rassemblait des documents. Et puis, soudain, l'accident. Ou ce qui semblait être un accident. Richard se prit le visage dans les mains. Julie voulait divorcer. Il ne le savait pas. Il était tellement concentré sur son travail, tellement absent, qu'il n'avait même pas remarqué que son mariage s'effondrait. Et ses parents, au lieu de la laisser partir, avaient fait ça. Je dois la voir, je dois la sortir de là, ce ne sera pas facile. Son internement est légal, étayé par des documents médicaux, la déclarant mentalement incapable. Et l'Institut est extrêmement protégé. Vous ne pouvez pas simplement arriver là-bas et l'emmener. Alors qu'est-ce que je fais? Roger se pencha sur la table. Premièrement, vous avez besoin d'un très bon avocat, quelqu'un de spécialisé en droit de la famille et en questions psychiatriques. Deuxièmement, vous avez besoin de preuves que l'internement était frauduleux. Troisièmement, vous devez agir vite, car si Véronique et vos parents découvrent que vous savez, ils accéléreront leur plan avec Sophie. Richard pensa à sa fille. Sophie, parlant au mur, laissant des messages à une mère qui n'était pas morte. Une mère qui était prisonnière, seule, depuis 5 ans. Comment le savait-elle? Comment Sophie pouvait-elle sentir que sa mère était vivante? Y a-t-il un moyen pour moi d'entrer en contact avec Julie? De lui parler? Roger fit une expression de quelqu'un qui envisageait quelque chose de risqué. Mon contact à l'Institut peut aider. Mais ça coûtera cher. Et s'il le découvre, vous pourriez avoir des problèmes juridiques. Ça m'est égal, faites en sorte que ça arrive. 2 jours plus tard, un dimanche soir, Richard était dans son bureau quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Monsieur Richard Dubois ?» Une voix féminine, professionnelle. « Oui, je vous connecte maintenant. S'il vous plaît, ne dites pas mon nom ou ma localisation pendant l'appel. » Il y eut un clic, puis le silence. Et puis, une voix que Richard n'avait pas entendue depuis 5 ans. Une voix qu'il pensait ne plus jamais entendre. « Allô ?» Richard sentit les larmes couler sur son visage avant même de pouvoir parler. « Julie ?» Silence de l'autre côté, puis un sanglot étouffé. « Richard, c'est bien toi? C'est moi. » « Julie, mon Dieu, Julie, ils m'ont dit que tu étais mort. Ils m'ont dit que tu étais mort dans un accident d'avion. Ils m'ont dit que j'étais devenue folle de douleur et que j'étais ici pour me rétablir ça. » Voix était brisée, mêlant douleur, soulagement et confusion. « Je suis vivant, et tu n'es pas folle. Julie, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Elle mit quelques instants à pouvoir parler, sa respiration lourde au téléphone. « J'avais découvert des choses, Richard. Des choses sur tes parents, sur des détournements d'argent de l'entreprise, sur des montages illégaux. Je voulais te le dire, mais tu étais toujours en voyage. Alors j'ai rassemblé des preuves. J'allais tout te montrer à ton retour. Mais avant que je puisse le faire, ils ont agi. Ils m'ont appelé pour une réunion, disant que c'était urgent. J'y suis allé. J'ai bu un thé que ta mère m'a offert. Et puis tout est devenu confus. Je me suis réveillé ici. Ils m'ont dit que j'avais fait une dépression nerveuse, que j'avais tenté de faire quelque chose contre moi-même, que j'étais sous surveillance. J'ai crié, j'ai dit que c'était un mensonge, mais plus j'insistais, plus ils me donnèrent de médicaments. Ils m'ont dit que tu étais mort et que j'étais dans le déni. Ils m'ont dit que Sophie était prise en charge par la famille. J'ai essayé de m'enfuir au début, mais la sécurité ici est très forte. Et puis les médicaments, tant de médicaments. Certains jours, je sais à peine qui je suis, mais les bons jours, je me souviens. Je me souviens de toi, je me souviens de Sophie, je me souviens de tout. Richard pleurait ouvertement maintenant. Sophie est vivante. Elle est ici. Mais Julie, ils lui font ce qu'ils t'ont fait. Il y a une femme, Véronique, que j'ai épousée en pensant qu'elle prendrait soin de Sophie.
mais elle fait du mal à notre fille. Et mes parents l'aident. Ils veulent interner Sophie aussi, la déclarer incapable pour contrôler l'héritage. » Julie poussa un cri d'horreur. Sophie, ma Sophie, elle doit être si grande maintenant. 5 ans. Elle avait 3 ans quand ils me l'ont enlevée. Elle doit en avoir 8 maintenant. Se souvient-elle de moi? Elle s'en souvient. Et plus que ça, elle le sent. Elle te parle, Julie. Elle laisse des messages cachés dans un mur du jardin. Elle t'appelle Ju. Elle sait, d'une manière ou d'une autre, elle sait que tu es vivante. Julie sanglotait à l'autre bout du fil. Je dois sortir d'ici. Je dois voir ma fille. Richard, s'il te plaît, je vais te sortir de là. Je te le promets. Mais je dois le faire correctement, j'ai besoin de preuves. Ça doit être légal, sinon ils l'utiliseront contre nous. Richard, écoute, il y a d'autres patients comme moi ici. Des gens qui ont été internés contre leur volonté, des familles qui veulent s'en débarrasser, des héritages qu'ils veulent contrôler. Le directeur d'ici, le docteur Auguste Mendes, il est complice. Il reçoit des paiements pour garder les gens prisonniers. Il y a des documents, des registres. Si tu peux prouver ce qu'il fait, tu peux faire tomber tout l'établissement. Comment puis-je obtenir ces preuves? Il y a une infirmière ici, Carla. C'est une bonne personne, elle est devenue mon amie. Elle sait que beaucoup de choses ici sont anormales. Peut-être qu'elle aidera. L'appel fut brusquement coupé. Richard essaya de rappeler, mais n'y parvint pas. Il resta là, dans le bureau sombre, en pleurant. Julie était vivante, prisonnière, droguée, souffrant depuis 5 ans. Et il ne le savait pas. Il ne s'était douté de rien. Il avait cru tout ce qu'on lui avait dit. Mais maintenant, il savait. Et il allait réparer ça, coûte que coûte. Le lendemain matin, Richard demanda une réunion avec ses parents. Amélie et Antoine vinrent à son bureau, curieux. « Maman, papa, nous devons parler de quelque chose d'important. »« Bien sûr, mon fils. De quoi s'agit-il » Richard les observa. Ces personnes qu'il avait aimées toute sa vie, qu'il avait élevées, éduquées, qu'il pensait être bonnes. Je sais pour Julie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie blêmit. Antoine se raidit sur sa chaise. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit son père, mais sa voix n'était pas convaincante. « Vous l'avez internée. Vous avez fait semblant qu'elle était morte. Vous m'avez menti pendant 5 ans. » Amélie se mit à pleurer, mais Richard ne savait pas si c'était de vraies larmes ou du théâtre. « Richard, mon fils, tu ne comprends pas. C'était pour te protéger. Pour protéger la famille. » « Protéger de quoi ?» Antoine se leva. Cette femme allait tout détruire. Elle allait exposer des affaires de l'entreprise, créer des scandales, ruiner la famille. Nous avons bâti cet empire, Richard. Ton grand-père a commencé, j'ai continué, tu l'étends. Nous n'allions pas laisser une femme détruire des générations de travail. Alors vous l'avez enfermée. Comme une criminelle. Vous l'avez droguée. Vous lui avez enlevé sa propre fille. Amélie s'approcha, essayant de prendre la main de son fils. Elle allait divorcer de toi. Elle allait prendre la moitié de tout. Elle allait poursuivre l'entreprise. Nous avons fait ce qui était nécessaire. Et quand l'opportunité s'est présentée avec Véronique, une femme de bonne famille, élégante, parfaite pour s'occuper de Sophie, nous en avons profité. C'était le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde? Sophie est torturée dans cette maison. Et vous le savez. Vous l'approuvez. Antoine frappa la main sur la table. Sophie a besoin de discipline. Elle doit être façonnée. Cette génétique de sa mère, cette tendance à questionner, à défier doit être contrôlée. Véronique fait un excellent travail. Vous essayez de détruire ma fille comme vous avez détruit Julie. Amélie essuya ses larmes, et sa voix devint plus dure. Nous essayons de sauver la famille, et tu nous en remercieras un jour. Quand Sophie sera une jeune femme bien élevée, élégante, parfaite pour prendre sa place dans la société. Quand tu réaliseras que Julie aurait tout ruiné. Richard regarda ses parents comme s'il les voyait pour la première fois. Sortez de mon bureau et de ma maison. Je vous veux dehors d'ici demain matin. Richard, tu ne peux pas. Je le peux. C'est ma maison. Et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Amélie et Antoine sortirent, elle en pleurant, lui le visage rouge de colère. Mais ils sortirent. Richard prit le téléphone et appela Roger. « J'ai besoin que vous obteniez un accès à cet institut. J'ai besoin de preuves de ce qui s'y passe. Et j'ai besoin d'un avocat, le meilleur que vous puissiez trouver. Je vais ramener Julie.
et je vais protéger Sophie. Peu importe ce que ça coûte. Compris. Je commence immédiatement. Cet après-midi-là, Richard monta dans la chambre de Sophie. La fillette faisait ses devoirs, concentrée. Quand son père entra, elle leva les yeux. « Papa, il s'est passé quelque chose. Tu es différent. » Richard s'assit à côté d'elle. « Sophie, papa doit te dire quelque chose de très important, et il a besoin que tu sois courageuse. » La fillette laissa tomber son crayon et le regarda avec ses grands yeux marrons, si semblables à ceux de sa mère. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de maman. » Sophie se tendit. « Qu'est-ce qu'il y a avec maman ?» Richard prit ses mains. « Elle n'est pas morte, ma chérie. Maman est vivante. » Sophie cligna plusieurs fois des yeux comme si elle ne comprenait pas les mots. « Comment ça, vivante? Elle est internée dans un endroit. Des personnes méchantes, y compris papy et mamie et madame Véronique, l'ont mise là-bas. Mais papa l'a découvert, et il va la ramener. » La fillette se mit à trembler. Des larmes commencèrent à couler. Je le savais. Je l'ai toujours su. Au fond de moi, j'ai toujours su qu'elle était vivante. C'est pour ça que je lui parlais. C'est pour ça que je laissais les billets. Elle est vivante. Sophie se mit à pleurer abondamment et Richard la serra fort dans ses bras. Elle pleurait de soulagement, de joie, de peur, de tant d'émotions qu'une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à gérer. Quand est-ce qu'elle revient? Quand est-ce que je vais la voir? Bientôt, ma fleur. Très bientôt. Mais d'ici là, tu dois être forte. Tu dois continuer à agir normalement avec madame Véronique. Tu ne peux pas lui en parler, d'accord? Sophie hocha la tête, essuyant ses larmes. Je peux le faire, promis. Cette nuit-là, Richard eut une dernière conversation avec Véronique. Elle était dans leur chambre quand il entra. Mes parents déménagent dans un hôtel demain. J'ai décidé que nous avions besoin de plus d'intimité. Véronique haussa un sourcil. C'est soudain. Vous vous êtes disputés? Des désaccords sur l'éducation de Sophie? Je vois. Eh bien, tant que tu ne penses pas à interférer avec le travail que je fais avec elle. Richard força un sourire. Bien sûr que non. Tu fais un excellent travail. Elle sourit, satisfaite. Elle ne percevait pas l'ironie. Elle ne percevait pas qu'il savait tout. Pendant que Véronique dormait cette nuit-là, Richard était éveillé dans son bureau, en visioconférence avec un avocat nommé Maître Fernand Paz, considéré comme l'un des meilleurs en matière de droit de la famille et de droit civil. Monsieur Dubois, d'après ce que vous m'avez raconté, nous avons un cas complexe mais viable. Les internements psychiatriques frauduleux sont un crime. Si nous parvenons à prouver que votre femme a été internée sans nécessité réelle, que l'évaluation médicale a été achetée, nous pouvons non seulement la libérer, mais aussi poursuivre tous les responsables. Combien de temps cela prendra-t-il? Si nous avons les bonnes preuves, nous pouvons obtenir une ordonnance de référé en quelques jours. Mais j'ai besoin des documents d'internement, des rapports médicaux, de toute preuve que l'Institut Harmonie fonctionne de manière illégale. Mon détective y travaille. Excellent. Et Monsieur Dubois, concernant votre fille. Pendant que nous nous occupons du cas de votre femme, je suggère que nous obtenions également une mesure de protection pour la petite. D'après vos récits, elle est en situation de risque. Faites le nécessaire. Les jours suivants, beaucoup de choses se passèrent rapidement. Amélie et Antoine déménagèrent, mais non sans avoir menacé Richard de procès et de scandales publics. Richard s'en moqua. Roger obtint plus d'informations sur l'Institut Harmonie, y compris des témoignages d'anciens employés sur des internements irréguliers. Et de manière cruciale, il obtint que l'infirmière Carla accepte de témoigner et de fournir des documents. Mais Véronique commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Richard était différent, plus présent, plus attentif à Sophie. Et la fillette aussi était différente, moins soumise, moins effrayée. Véronique le remarqua et n'apprécia pas. Un mercredi après-midi, elle confronta Richard. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. »« Pourquoi ? Tu es différent. Et Sophie aussi. »« Vous manigancez quelque chose ?»« Manigancer ? Véronique, nous nous reconnectons, c'est tout. J'ai réalisé que j'étais trop absent. » Elle l'étudia avec des yeux méfiants. « Richard, j'espère que tu ne penses pas à défaire les progrès que nous avons faits avec la petite. Elle était si bien élevée. » « Était ? Elle est toujours bien élevée. » Véronique s'approcha de lui, sa voix basse et menaçante. « J'ai beaucoup investi dans cette famille, dans cette maison.
en Sophie. Je ne te permettrai pas de tout gâcher parce que tu as une crise de paternité soudaine. Richard la fixa. C'est ma fille, ma maison, ma famille. Et tu ne dicteras plus rien ici. Le visage de Véronique se transforma. Le masque d'élégance tomba, révélant quelque chose de froid et de cruel en « dessous ». Tu penses que tu peux me renvoyer comme ça? Je sais des choses, Richard. Je connais les affaires louches de ta famille. Je connais les combines. Si tu essaies de me chasser d'ici, je vais tout exposer. Fais ce que tu veux. Ça ne m'importe plus. Elle rit, un son sans humour. Nous verrons. Nous verrons bien. Cette nuit-là, Richard décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait agir. Il appela Fernand Paz. « Maître, j'ai toutes les preuves. Témoins, documents, tout. Pouvons-nous déposer la demande demain? Nous le pouvons. Et je suggère que vous demandiez également une ordonnance de protection pour votre fille. Si votre femme se sent menacée, elle pourrait tenter quelque chose de précipité. Faites tout. Je veux que Sophie soit protégée. Et je veux que Julie soit libre. Je serai au tribunal à la première heure demain matin. » Richard monta dans la chambre de Sophie. La fillette était éveillée, regardant par la fenêtre. « Tu n'arrives pas à dormir? Je pense à maman. Est-ce qu'elle va bien ?» Richard serra sa fille dans ses bras. « Demain, on va commencer à tout réparer. Demain commence notre vrai combat. Mais tout ira bien. Je te le promets. » Sophie le regarda avec ses yeux si semblables à ceux de Julie. « Papa, après que maman sera revenue, on n'aura plus besoin de parler au mur, n'est-ce pas ?» Richard sourit, les larmes aux yeux. « Non, ma fleur, plus jamais. Maman sera là, et aucun de nous ne sera plus jamais seul. » Le matin se leva, nuageux sur Paris. Richard se réveilla tôt, avant le lever du soleil, le cœur battant à tout rompre. Aujourd'hui était le jour. Maître Fernand Paz avait appelé la veille pour confirmer qu'il déposerait toutes les requêtes au tribunal à 9 heures du matin. Demande d'habeas corpus pour Julie, ordonnance de protection pour Sophie, et plainte formelle contre l'Institut Harmonie, Véronique et ses parents. C'était la guerre déclarée, et Richard était prêt. Il descendit pour le petit déjeuner et trouva Véronique déjà assise à table, impeccable comme toujours, lisant sa tablette. Elle ne leva même pas les yeux quand il entra. « Bonjour ?» Elle marmonna simplement quelque chose d'inaudible. La tension entre eux était palpable. Sophie descendit quelques minutes plus tard, et Richard remarqua que la fillette semblait différente. Il y avait une lumière dans ses yeux qui n'existait plus depuis des semaines. L'espoir. Le petit déjeuner fut silencieux. Véronique partit peu après, disant qu'elle avait des rendez-vous. Richard attendit son départ, puis appela Roger. « Elle est partie. Tu es en position ?»« J'y suis. Je vais la suivre, voir si elle tente quelque chose. »« Parfait. Tiens-moi informé. » À 9h15, le téléphone de Richard sonna. C'était Fernand Paz. « Monsieur Dubois, j'ai de bonnes nouvelles. Le juge a examiné notre demande et a accordé une ordonnance de référé immédiate. Julie sera libérée de l'Institut Harmonie aujourd'hui même. La police a déjà été dépêchée pour l'escorter, et l'ordonnance de protection pour Sophie a également été accordée. Véronique a interdiction de s'approcher de la petite. » Richard sentit ses jambes flageoler de soulagement. « Merci, maître. Merci beaucoup. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous avons fait le premier pas important. » Richard monta en courant dans la chambre de Sophie. La fillette jouait avec ses poupées, chose qu'il ne l'avait pas vue faire depuis longtemps. « Sophie, ma fille !» Elle se retourna, effrayée par l'enthousiasme dans sa voix. « Papa, ils ont libéré ta mère. Elle rentre à la maison aujourd'hui. » Sophie laissa tomber ses jouets et resta paralysée. Puis elle se mit à pleurer, non pas des pleurs de tristesse, mais de pur bonheur. Richard la prit dans ses bras et tourna avec elle, tous deux riant et pleurant en même temps. « Maman va revenir. Maman va revenir », répétait Sophie comme un mantra. Le téléphone de Richard sonna de nouveau. C'était Roger et sa voix était tendue. « Monsieur Dubois, Véronique vient d'entrer dans un immeuble de bureau au centre-ville. Elle rencontre quelqu'un. J'ai réussi à prendre des photos. Je vous les envoie maintenant. » Richard ouvrit les photos sur son téléphone. Véronique était assise dans un café avec un homme d'âge mûr, que Richard reconnut, le docteur Henri Camus, le psychiatre qui avait signé les faux rapports sur Sophie.
Ils discutaient intensément, et d'après leurs expressions, ce n'était pas une conversation amicale. Continue à observer. Je veux tout savoir. Compris. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Richard. Il essayait de garder son calme, de garder Sophie tranquille, mais à l'intérieur, il était en morceaux. Julie revenait, après 5 ans de captivité, droguée, seule. Comment serait-elle? Comment réagirait-elle en voyant Sophie? Comment serait-ce de retrouver sa femme? À 3 heures de l'après-midi, Fernand Paz rappela. « Monsieur Dubois, Julie quitte l'institut maintenant. L'escorte policière va l'amener directement chez vous. Il devrait arriver dans environ 4 heures. Je vous suggère de préparer Sophie et de vous préparer vous-même. Julie a subi un traumatisme grave. Elle aura besoin de beaucoup de soutien. Je comprends. Nous serons prêts. » Richard appela Sophie pour une conversation sérieuse. « Ma fleur, maman va arriver tout à l'heure. Mais j'ai besoin que tu comprennes une chose. Maman a traversé des choses très difficiles. Elle sera peut-être différente de ce dont tu te souviens. Elle sera peut-être effrayée, confuse. Nous devrons être patients, lui donner le temps de se rétablir, d'accord ?» Sophie hocha la tête, sérieuse au-delà de ses 8 ans. « Je veux juste qu'elle revienne, papa. Peu importe comment elle est. » Pendant qu'ils attendaient, Richard demanda à Clarisse de préparer la chambre d'amis principale. Julie aurait besoin d'un espace à elle, du moins au début. Elle aurait besoin de temps pour se réadapter. Et Richard n'avait aucune idée de ce que ce serait d'être à nouveau près d'elle après tout ça. À 7 heures du soir, les phares d'une voiture percèrent l'obscurité à l'entrée de la demeure. Richard tenait la main de Sophie, et tous deux descendirent pour accueillir Julie. La portière de la voiture s'ouvrit, et puis elle apparut. Julie était mince, beaucoup plus mince que dans le souvenir de Richard. Ses cheveux bruns, qu'elle avait toujours portés longs, étaient maintenant plus courts, à la hauteur des épaules. Il y avait des cernes profonds sous ses yeux. Elle portait des vêtements simples fournis par l'Institut. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de Richard, puis descendirent vers Sophie, quelque chose en elle s'illumina. « Sophie !» Sa voix sortit tremblante, incrédule. Sophie lâcha la main de son père et courut. Elle courut comme elle n'avait jamais couru de sa vie. Et quand elle arriva près de Julie, la femme s'agenouilla et la reçut dans ses bras, la serrant avec une force qui venait de 5 ans de manque accumulé. « Ma fille, ma petite fleur, ma petite. » Les deux pleuraient, agrippés l'une à l'autre. Richard s'approcha lentement, trop ému pour parler. Julie leva les yeux vers lui, et il y avait tant de choses dans ce regard. Douleur, colère, soulagement, gratitude, rancœur. Tant d'émotions que les mots ne pouvaient exprimer. Richard, Julie. Ils restèrent là, tous les trois, enlacés à l'entrée de la demeure, sous le regard ému des policiers qui avaient escorté Julie. Enfin, une famille réunie, brisée, meurtrie, mais ensemble. Julie passa les premiers jours à la maison à se réadapter. C'était étrange pour elle d'être là, dans cette demeure qui avait été son foyer, mais qui semblait maintenant étrangère. Richard respecta son espace, mais restait disponible chaque fois qu'elle en avait besoin. Et Sophie ne quittait pas sa mère. Elle dormait par terre à côté de son lit, la suivait partout, comme si elle craignait que si elle la perdait de vue, Julie disparaîtrait à nouveau. Julie prenait moins de médicaments maintenant, sous la supervision d'une nouvelle psychiatre que Fernand Paz avait recommandée. Le docteur Marine Costa était spécialiste des traumatismes et aidait Julie à surmonter les 5 années passées à l'Institut. Et lentement, très lentement, Julie redevenait elle-même. Mais il y avait des affaires à régler. Véronique avait disparu le jour où Julie avait été libérée. Roger l'avait suivie jusqu'à l'aéroport, où elle avait pris un vol pour Miami. Elle avait tout laissé derrière elle, s'enfuyant avant de pouvoir être arrêtée. Mais les autorités avaient déjà un mandat d'arrêt international contre elle. Ce n'était qu'une question de temps. Amélie et Antoine furent inculpés pour enlèvement, faux et usage de faux, et une série d'autres crimes. Ils comparaissaient libres, mais les avocats de Richard étaient implacables. Ils paieraient pour tout ce qu'ils avaient fait. Le docteur Henri Camus, le psychiatre corrompu, perdit sa licence médicale et fut arrêté. L'Institut Harmonie faisait l'objet d'une enquête fédérale et des dizaines de cas similaires à celui de Julie étaient découverts. Le docteur Auguste Mendès, le directeur, était en fuite. Et Sophie s'épanouissait. C'était comme une fleur qui, fanée pendant des années,
recevait enfin de l'eau et du soleil. Elle riait, jouait, posait des questions, courait dans la maison. Elle redevenait une enfant. Et toujours, elle avait Julie à ses côtés. Un soir, 2 semaines après le retour de Julie, Richard la trouva dans le jardin. Elle se tenait devant le mur de pierre, le touchant doucement. « C'est ici que Sophie me parlait, dit-elle sans se retourner. Oui, elle laissait des billets ici, des dessins, des messages pour toi. » Julie se retourna, les larmes aux yeux. Comment le savait-elle, Richard? Comment une enfant de 3 ans pouvait-elle se souvenir de moi après 5 ans? Richard s'approcha. L'amour d'une mère ne disparaît pas. Peu importe le temps, peu importe la distance. Sophie t'a toujours senti. Elle a toujours su que tu étais vivante. D'une manière ou d'une autre, elle le savait. Julie posa sa tête sur son épaule et Richard la serra dans ses bras. C'était leur premier contact physique réel depuis leur retrouvaille. Elle trembla dans ses bras. « J'ai tellement de colère, Richard. Tellement de haine. Ta famille m'a volé 5 ans. 5 ans avec ma fille. 5 ans de ma vie. Comment puis-je pardonner ça? Tu n'as pas à pardonner, personne n'attend ça de toi. Mais tu dois avancer. Pour toi, pour Sophie, pour nous. » Elle s'écarta un peu, le regardant dans les yeux. « Y a-t-il encore un nous ?» Richard prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas, Julie. Tant de choses se sont passées. Tant de douleurs. Mais je sais que je veux essayer. Je veux reconstruire. Si tu le veux aussi. » Elle réfléchit un long moment. « Je le veux. Mais ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Nous avons le temps. Nous avons tout le temps du monde. » La semaine suivante, Richard prit une décision importante. Il vendrait la demeure. Cet endroit était contaminé par de mauvais souvenirs, par la douleur, par la souffrance. Ils avaient besoin d'un nouveau départ dans un nouvel endroit. Il en parla à Julie et Sophie, et toutes deux furent immédiatement d'accord. Ils trouvèrent une maison plus petite, plus chaleureuse, dans un quartier tranquille de Paris. Ce n'était pas une demeure, c'était simplement une maison, un foyer. Et c'est là qu'ils commencèrent à reconstruire leur vie. Richard réduisit considérablement ses voyages d'affaires. Il délégua davantage, engagea des personnes compétentes, apprit que l'empire qu'il avait bâti ne valait rien s'il coûtait sa famille. Il commença à suivre des thérapies avec Julie et Sophie, surmontant ensemble tout le traumatisme qu'ils avaient vécu. Marcel, le jardinier qui était le frère de Julie, put enfin assumer sa véritable identité. Il rendait régulièrement visite à la famille, et Sophie gagna un oncle qui l'aimait profondément et qui avait tout risqué pour la protéger de loin. Oswald fit également de nouveau partie de leur vie. Richard le réembaucha, cette fois comme consultant personnel. L'homme méritait de retrouver sa dignité après tout ça. Les mois passèrent. Le procès contre Amélie et Antoine suivait son cours. Le tribunal avait déjà décidé qu'ils seraient condamnés, il ne restait plus qu'à déterminer la peine. Richard n'éprouvait aucune pitié pour eux, seulement une profonde tristesse pour ce qu'ils auraient pu être et ce qu'ils avaient choisi d'être. Véronique fut finalement arrêtée à Miami et extradée vers la France. Elle ferait face à des années de prison. Quand on l'en informa, Richard ne ressentit aucune satisfaction, juste de la lassitude, tant de mal causé par la cupidité et l'ambition. Et puis, par un matin ensoleillé de printemps, 6 mois après le retour de Julie, quelque chose de spécial se produisit. Sophie se réveilla tôt et alla directement dans le salon de la nouvelle. Maison. Sur le mur, il y avait un grand espace blanc qu'ils avaient délibérément laissé vide. La fillette avait demandé la permission de le peindre, et Julie et Richard avaient accepté. Pendant toute la matinée, Sophie peignit. Elle utilisa des couleurs vives, jaune, orange, bleu clair. Elle dessina des fleurs, des papillons, un immense soleil souriant. Et au centre, elle peignit 3 personnages se tenant la main, un homme, une femme et une petite fille. Quand elle eut terminé, elle était couverte de peinture mais souriait radieusement. Elle appela ses parents pour voir. Julie et Richard vinrent ensemble. Et quand ils virent ce que Sophie avait fait, ils restèrent bouche bée. Sophie s'approcha du mur et y posa ses mains, comme elle le faisait depuis si longtemps sur le mur de pierre. Mais cette fois, il n'y avait pas de tristesse, pas de supplication, pas de douleur. « C'est le mur de l'écoute heureuse », annonça-t-elle. « Ici, on n'a pas besoin de chuchoter en silence.
Ici, on se parle en se serrant dans les bras. Ici, on est heureux. » Elle se tourna vers ses parents. « Papa, maman, venez ici. » Tous les trois se rejoignirent devant le mur peint. Ils y posèrent leurs mains côte à côte, et Sophie commença à parler, sa voix claire et forte. « Merci d'être revenue, maman. Merci de m'avoir écouté quand je parlais au mur. Merci de ne pas m'avoir oublié. Et papa, merci de nous avoir sauvés, d'avoir ramené maman, d'avoir cru en moi. » Julie pleurait, mais c'était des larmes de joie. Richard aussi. « Je promets que plus personne n'aura besoin de parler au mur pour demander de l'aide. Parce que maintenant, on est ensemble. Et ensemble, on est fort. » Sophie serra ses parents dans ses bras et tous les trois restèrent là, enlacés devant ce mur, coloré et plein de vie. Une famille qui avait été brisée et qui se reconstruisait. Une famille qui avait affronté les ténèbres et trouvé la lumière. Julie regarda Richard par-dessus la tête de Sophie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Un vrai sourire plein d'espoir. « On va s'en sortir, murmura-t-elle. « Oui, répondit-il, on va s'en sortir. » Et à ce moment-là, devant le mur de l'écoute heureuse, avec leur fille entre eux, Richard sut que c'était vrai. Ils avaient traversé l'enfer, avaient tant perdu, avaient souffert de manières inimaginables. Mais ils avaient survécu. Ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Sophie s'écarta de ses parents et prit un feutre. Sur le mur, sous les dessins, elle écrivit de sa calligraphie enfantine. « Ici, personne n'a besoin de m'écouter en silence. Ici, on se parle en se serrant dans les bras. » Et en lisant cela, Richard et Julie surent que c'était la vérité la plus profonde qu'ils aient jamais connue. La communication ne consistait pas en des mots chuchotés à des murs froids. Elle consistait à être présent, à s'étreindre, à écouter avec le cœur. Les années suivantes ne furent pas faciles. Julie dut continuer sa thérapie pour gérer le traumatisme de son emprisonnement. Sophie fit des cauchemars occasionnels et eut des moments d'anxiété. Richard lutta avec sa culpabilité de ne pas avoir réalisé ce qui se passait plus tôt. Mais ils affrontèrent tout ensemble. Julie retourna au travail, reprit sa vie. Sophie grandit pour devenir une jeune femme forte, empathique, consciente de sa propre force. Richard apprit qu'être un père présent était plus important que n'importe quelle affaire ou fortune. Et toujours, ils avaient le mur de l'écoute heureuse. Quand les choses devenaient difficiles, quand les souvenirs revenaient, quand la douleur semblait trop forte, ils s'y réunissaient. Ils touchèrent le mur, ils s'étreignaient, et se rappelaient qu'ils avaient survécu au pire, et que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient tout surmonter. Amélie et Antoine furent condamnés à des années de prison. Richard leur rendit visite une seule fois, non pas pour pardonner, mais pour clore le chapitre. Il leur dit que Sophie et Julie étaient heureuses, qu'elles construisaient une belle vie et qu'ils avaient perdu le droit d'en faire partie. Amélie pleura, demanda pardon. Antoine resta silencieux, fier jusqu'au bout. Richard quitta cette prison et n'y retourna jamais. Véronique purgea sa peine sans remords apparents. Dans les interviews aux médias, elle se présentait toujours comme une victime, comme quelqu'un qui ne voulait que le meilleur pour Sophie. Mais plus personne ne la croyait. La vérité avait éclaté, et tout Paris connaissait l'histoire de la femme qui avait tenté de détruire une famille pour de l'argent. L'Institut Harmonie fut fermé. Des dizaines de personnes furent libérées d'internements injustes. Le docteur Auguste Mendes fut capturé et condamné. Et de nouvelles lois furent créées pour protéger les gens des internements psychiatriques frauduleux. L'affaire de la famille Dubois changea la législation, aida d'autres familles. De la douleur naquit l'espoir. Et quand Sophie eut 15 ans, par un après-midi ensoleillé de samedi, elle emmena de nouveau ses parents devant le mur de l'écoute heureuse. Les dessins d'enfants étaient toujours là, un peu estompés par le temps, mais toujours vibrants. « Vous vous souvenez quand j'ai peint ça ?» demanda-t-elle. « Comment pourrions-nous l'oublier ?» répondit Julie en serrant sa fille dans ses bras. « Je voulais qu'on ajoute quelque chose de nouveau, quelque chose qui représente où nous en sommes maintenant. » « Et ce serait quoi ?» demanda Richard. Sophie prit des pinceaux et des peintures qu'elle avait préparées. Et sur le mur, à côté de l'ancien dessin, elle peignit quelque chose de nouveau. 3 silhouettes, plus grandes maintenant, plus définies, toujours se tenant la main. Mais cette fois, elle souriait. Et au-dessus d'elle, elle écrivit « Le bonheur qu'on a failli nous voler, mais que nous avons reconquis.
Julie serra Sophie et Richard dans ses bras. Tous les trois restèrent là, devant le mur qui symbolisait tout leur parcours, de la douleur à la guérison, de la séparation à l'union, des chuchotements désespérés aux éclats de rire. « Je vous aime, dit Sophie. Nous t'aimons aussi, répondirent ses parents à l'unisson. Et à ce moment-là, 7 ans après que tout ait commencé, dans cette maison simple mais pleine d'amour, devant ce mur qui gardait leurs souvenirs et leurs espoirs, la famille Dubois était enfin complète. Aucun mur n'avait plus besoin d'entendre des chuchotements de douleur. Aucun enfant n'avait plus besoin d'implorer en silence son salut. Aucune mère n'était plus prisonnière loin de sa fille. Aucun père n'était plus aveugle à la souffrance qui l'entourait. Ils avaient gagné, ensemble, en tant que famille. Et quand la nuit tomba sur Paris, et que les lumières de la ville s'allumèrent comme des étoiles terrestres, à l'intérieur de Bisedis, cette maison, il y avait des rires, il y avait des conversations, il y avait de l'amour. Il y avait enfin la paix. Le mur de l'écoute heureuse resterait là pendant de nombreuses années, témoin silencieux d'une famille qui avait failli être détruite, mais qui avait trouvé la force de se reconstruire. Un rappel permanent que même des situations les plus sombres, la lumière peut naître, que l'amour est plus fort que la cruauté, que la vérité trouve toujours son chemin, et que parfois les mots les plus importants ne sont pas ceux chuchotés à des murs froids, mais ceux dits à voix haute, enlacés, entourés par la chaleur de ceux que nous aimons. Richard regarda sa femme et sa fille, Julie, qui avait survécu à l'inimaginable et était revenue plus forte, Sophie, qui avait gardé l'espoir vivant même quand tout semblait perdu, et il ressentit une profonde gratitude d'avoir réussi à les sauver, d'avoir ouvert les yeux à temps, d'avoir lutté quand il aurait pu abandonner. « On dîne ?» proposa Julie, passant son bras autour de la taille de Richard. « Allons-y. » Et ce soir, c'est Sophie qui choisit le film après le dîner. La jeune fille sourit, ce sourire, large et libre qui n'existait pas des années auparavant. Je sais déjà lequel. On va regarder celui sur la famille qui se retrouve après de nombreuses aventures. Richard et Julie rirent. Bien sûr qu'elle choisirait celui-là. Mais alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la salle à manger, laissant derrière eux le mur de l'écoute heureuse, tous savaient la vérité. Ils n'avaient pas besoin de films sur les réunions de famille, ils avaient vécu leur propre histoire. Une histoire de douleur, mais aussi de dépassement, de traumatisme, mais aussi de guérison, de séparation, mais finalement d'union. Et cette histoire, réelle qu'ils avaient vécue et à laquelle ils avaient survécu, était plus puissante que n'importe quelle fiction ne pourrait l'être, parce qu'elle était la leur, elle était réelle, et ils avaient gagné.